économiques et financières que nous avons trouvées sur place. Mais surtout dans la présentation, la partie réservée aussi au secteur privé, et comment aujourd'hui accompagner ce secteur privé-là, et comment aujourd'hui, à travers la mobilisation de l'ensemble des ressources internes, aussi bien au niveau humain qu'au niveau financier, d'arriver aujourd'hui à impulser ce nouveau cap-là, donc qui permet au Sénégal de s'orienter, d'aller vers d'emprunter ce nouveau cap donc, qui nous mène vers le progrès et le développement. Mais la grande question aujourd'hui, c'est comment rendre cela visible? Quelle est notre responsabilité en tant que médias et au-delà des médias d'accompagner les pouvoirs publics? Parce que si vous suivez un peu ce qui se passe ailleurs, les pays qui ont réussi à se développer ont d'abord réussi quelque chose d'hyper important, c'est comment ils ont construit un narratif. Un narratif qui soit un narratif positif, à partir duquel les autres pays les perçoivent et les voient positivement. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas aujourd'hui des pays qu'on appelle les pays asiatiques, ou la Chine, qui d'ailleurs contrôlent l'information, mais dans la volonté de contrôler l'information, c'est de contrôler ce qui se dit sur ces pays-là. Et donc le grand défi aujourd'hui des médias, c'est à travers toutes les grandes initiatives, je donne juste l'exemple, on vient d'entendre M. Babacar Ndiaye, qui nous parle de tous ces fonds-là, qui dans la salle étaient au courant de cela. Donc comment aujourd'hui, en tant que médias, en tant que presse, avec ce que l'APIX est en train de développer, nous devons les accompagner au niveau de la visibilité, au niveau du relais de ce type d'informations-là. Et le Soleil s'est inscrit dans cette dynamique-là. Parce qu'encore une fois, pour quelqu'un qui est à l'étranger, un investisseur, qui est à 5000 km, qui a envie d'investir, de venir au Sénégal, la première chose qu'il va faire, c'est de voir qu'est-ce qui se dit sur le Sénégal. Et si ce qui se dit sur le Sénégal est positif, a priori, donc il a une perception positive d'aller de l'avant. Mais de la même façon, si les informations agrégées concourent vers une image du Sénégal qui est négative, bien entendu, ça n'encourage pas. Et donc ça, c'est la grande question et le grand défi aujourd'hui qui attend nos médias. Au-delà, je le dis, on ne sait pas de dénier tout ce qu'il y a comme information ou réalité de nos États, non, de nos sociétés, d'en parler. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas arrivé l'heure où on doit aller vers d'adopter une nouvelle posture, d'aller de l'avant pour faire exactement comme les autres pays qui ont compris que tout passe par l'information. Et que c'est à travers cette information qui est une information positive, bien entendu, sans dénier le reste, mais qu'on va aujourd'hui créer un autre narratif. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup méconnaissent, je parle du continent africain, la réalité de nos États et du continent africain. Quelqu'un qui est à 5000 km, lorsqu'on parle d'un, je ne citerai pas un pays, mais un pays où sévit la guerre, par exemple, ou des tensions politiques, il fait exactement le même lien avec l'ensemble des autres pays parce que pour lui, ça se passe en Afrique. Beaucoup ne peuvent même pas, comme investisseurs, au départ, situer le Sénégal sur la carte. Parce que simplement, l'Afrique, c'est un bloc monolithique. Et donc, le grand défi aujourd'hui qui nous attend, c'est comment nous redonner une autre image, comment aujourd'hui relayer une autre image compte tenu de toutes les responsabilités et de tout ce qui a été dit depuis l'arrivée des nouvelles autorités, de les accompagner dans cette ambition-là. Et donc, pour moi, c'est d'abord une responsabilité individuelle, avant même d'être une responsabilité collective. Et donc, ce n'est pas seulement ce que tel ou tel média va dire, mais c'est comment aujourd'hui, à travers les influenceurs, comment aujourd'hui, à travers certaines initiatives, comment chacun de son côté doit se dire, moi, je suis porteur de ce message-là qui doit être un message positif pour le Sénégal, parce que justement, nous avons hérité d'un pays économiquement très difficile. Nous savons exactement aujourd'hui comment la pauvreté continue de sévir, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps de vivre un autre tournant, de tourner cette page-là, où on aura un autre Sénégal et que nous allons pouvoir léguer à nos enfants et à nos petits-enfants, et qui sera un Sénégal prospère. Mais tout cela, encore une fois, c'est comment nous allons construire ce narratif-là. Merci beaucoup, monsieur le directeur de l'APIX, pour l'organisation de cette activité très, très intéressante. Bon, je vais juste continuer un tout petit peu rapidement par rapport à l'introduction du DG du Soleil.
Évidemment, l'APIX, son activité principale, c'est travailler à l'attractivité du Sénégal et naturellement, les journalistes et les médias ont un rôle vraiment clé dans cette attractivité du Sénégal. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important et surtout d'arriver à inscrire dans le débat public des sujets de haut niveau, d'entrepreneuriat, de projets, de perspectives de développement, etc., au-delà des sujets classiques qu'on a l'habitude de voir. Donc je pense que ça, c'est un élément quand même extrêmement important, qu'on puisse parler de partenariat public-privé, qu'on puisse parler de développement industriel, qu'on puisse parler de la formation professionnelle, justement, pour pouvoir capter certains investissements. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc, la Tunisie, et même l'Inde captent pas mal de marchés qui auraient pu venir au Sénégal. Parce que si on prend le secteur du numérique, par exemple, on a quand même beaucoup de jeunes talents qui peuvent justement faire exactement les mêmes activités que les gens peuvent faire au Maroc ou ailleurs. Mais forcément, il y a beaucoup d'a priori de par la médiatisation, de par la construction d'un narratif, comme le disait Lamine, assez négatif. Nous qui avons peut-être eu la chance d'avoir vécu en Europe ou voyagé un peu à travers le monde, quand on discute avec les gens, on sait que ce que les gens pensent de l'Afrique et sa réalité, il y a un décalage extrêmement important. Et je pense que, comme l'a dit le DG, le travail journalistique, le travail de médias, d'information est un travail important. Mais au-delà de ce travail d'information, le secteur médiatique, c'est un secteur privé. Ça emploie des gens, il y a un modèle économique qu'il faut repenser, il faut pouvoir se développer, etc., etc. Je pense que le forum aussi devrait peut-être voir dans quelle mesure il peut y arriver à avoir des partenariats extrêmement importants avec BBC, CNN, etc. Et tout ça. En tout cas, innover un peu pour relever le niveau du sujet de la presse, des médias, etc. Donc ça, c'était juste à titre introductif. Je vais parler très rapidement d'e-box, des sujets prioritaires pour l'État, comme l'a évoqué tout à l'heure le DG de l'APIX, et peut-être les interdépendances entre les différents projets et comment ça va impacter un peu l'économie, en tout cas dans la pensée globale de l'agenda. En ce qui concerne justement le BOX est un bureau opérationnel de coordination de suivi des projets et programmes. Nous, on dépend directement du Premier ministre. En fait, le Premier ministre, il est le chef du gouvernement. Donc, il est chargé de coordonner la mise en œuvre de l'agenda. L'agenda est porté par le président, mais l'agenda se traduit par un portefeuille de réformes, de projets, de programmes qu'il faut implémenter de façon efficace, justement pour que l'agenda puisse avoir des impacts, des effets auprès des populations. Et dans ce cadre-là, donc nous, on fait le suivi, on ne met pas forcément en œuvre, on n'est pas une agence d'exécution, on est un dispositif qui fait le suivi opérationnel. C'est-à-dire qu'on assure que les projets avancent correctement. Est-ce qu'il y a des blocages, ce qu'on appelle du problem solving? S'il y a des blocages, s'il n'y a pas un dispositif qui permet de remonter très rapidement l'information aux plus hautes autorités ou bien de trouver une solution, on peut perdre du temps. Et quand les projets sont en retard dans leur exécution, c'est des coûts supplémentaires pour l'État. Aujourd'hui, l'État perd des centaines de milliards ne serait-ce que par des retards des projets. Si un projet devait être exécuté sur 2 ans et que le projet dure 8 ans, non seulement il y a ce qu'on appelle des avis de non-objection qui sont adressés aux bailleurs qui financent les projets, et systématiquement, chaque avis de non-objection coûte de l'argent, à minima 500 000 euros. C'est 300 millions de francs CFA à peu près. Chaque avis de non-objection. Et plus le projet prend du retard, l'unité de gestion du projet continue à vivre et il faut prendre en charge les salaires, la location, le fonctionnement, etc. Donc c'est des coûts supplémentaires extrêmement élevés pour l'État. L'une des premières missions d'e-box, c'est justement d'arrêter un peu ça, économiser plus d'argent pour donner un peu plus de marge budgétaire à l'État pour investir ailleurs. Mais au-delà de s'assurer que les projets respectent les délais de mise en œuvre, la qualité qui est attendue, les coûts, c'est justement pour qu'on arrive à avoir des impacts forts pour le pays. Et la coordination, c'est l'interdépendance entre les projets. Je prends juste un exemple. Tout à l'heure, dans la présentation, on a parlé des industries phosphates de Matam. Évidemment, on a beaucoup de phosphates à Matam et l'État va déployer des industries de transformation systématiquement. Ça, c'est évident. Le projet est très, très avancé. En fait, il y avait des discussions entre 2 acteurs majeurs sur lesquels l'État a fait un choix stratégique, sur lesquels je ne peux pas, pour le moment, je ne peux pas le révéler. Mais les phosphates de Matam ne peuvent pas être exploités tant qu'on n'arrive pas à assurer la logistique qui doit aller jusque là-bas pour permettre à ce que le fleuve soit navigable, etc. Donc, si l'État est sûr qu'il doit faire le projet de Matam, on doit s'assurer que le ministère des Infrastructures portières fait aussi le travail de structuration et de mise en fonctionnement du projet qui permet la navigabilité du fleuve ou bien les aspects logistiques qui permettent d'accéder au projet. Mais s'il n'y a pas un acteur, une entité qui s'assure de ce sujet-là, on peut passer à côté des décisions assez importantes. Donc, au-delà du suivi opérationnel, on fait de la coordination, mais on fait aussi de l'appui technique. C'est-à-dire que ceux qui mettent en œuvre aujourd'hui les projets, c'est les ministères ou bien d'autres entités parapubliques de l'État
qui sont des maîtres d'ouvrage délégués, mais les ministères ont besoin d'être appuyés dans la structuration des projets. Parce qu'un projet, quel que soit le dispositif et la qualité de suivi que vous mettez en face, si le projet n'est pas en amont forcément très bien structuré, le dispositif de suivi ne suffira pas pour assurer la qualité et la réussite d'exécution performante du projet dans sa mise en œuvre. Donc on s'assure que la structuration est bien faite, mais on aide aussi aujourd'hui l'installation d'unités dans les ministères, qu'on appelle des delivery units sectoriels, pour qu'il y ait plus d'efficacité au niveau des ministères. Donc aujourd'hui, globalement, il y a un portefeuille de projets extrêmement structurant dont le DG d'APIX a parlé tout à l'heure. RGS, par exemple, je vais parler juste peut-être de 2 projets qui sont vraiment des game changers. Aujourd'hui, RGS, c'est le réseau gazier du Sénégal qui doit nous permettre de transporter du gaz depuis GTA, le grand tortue Aïmehoum qui est au nord, qu'on partage avec la Mauritanie, pour amener le gaz au niveau de Dakar et les différentes centrales qui sont sur le chemin. Et ça permettra naturellement de faire baisser le coût de l'électricité. Et quand on baisse le coût de l'électricité, les effets induits, c'est que ça nous augmente notre compétitivité au niveau industriel. Parce qu'un des facteurs de limitation au niveau de compétitivité industrielle, c'est le coût élevé de l'électricité. Mais au-delà du coût de l'électricité, ça va impacter les ménages. Aujourd'hui, si on baisse le coût de l'électricité, ça va impacter les ménages, ça va impacter le commerce, etc., etc. Donc, du coup, ça, c'est un projet très structurant. Et les délais de livraison définitifs, on table vers fin 2027, décembre. Et on va mettre tout en place, toutes les urgences, tous les mécanismes pour que ce projet-là n'ait pas de retard, que ce soit au niveau de DCMP, au niveau de l'aspect administratif, etc., etc. D'ailleurs, même il y a une convention avec l'APIX pour la levée des emprises, etc. Donc, on travaille à ce que ce projet-là puisse être déroulé correctement. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Moi, si j'étais un entrepreneur aujourd'hui au Sénégal, bon, si l'État ne m'avait pas obligé d'être là, j'allais être entrepreneur. Parce que le moment est extrêmement propice pour produire des prochains milliardaires. Moi, c'est ma conviction. Parce qu'aujourd'hui, si on baisse le coût de l'électricité, on va faire la GTE, le grand transfert d'eau qui va permettre d'approvisionner Dakar, Mbour, Thiès, comme l'a dit Babacar, etc., mais permettre de faire de l'agriculture sur la zone des Niayes. L'État est en train de construire les bases pour permettre au secteur privé national, mais au secteur privé international de pouvoir se déployer. Et si on est conscient de tous ces éléments d'information, c'est le moment de se lancer, de profiter au maximum. Malheureusement, il y a un problème peut-être parfois d'information aussi, de profiter au maximum des dispositifs existants de l'État pour accéder au financement, pour accéder à l'accompagnement. Mais même si on n'a pas la technologie, on n'a pas certains financements, on a la possibilité de faire des joint ventures avec des entreprises étrangères, des partenaires extérieurs qui vont s'installer naturellement. Parce qu'un investisseur privé, il est extrêmement froid et lucide. S'il n'y a pas de gain, il ne met pas son 1 rond dans les projets. Mais s'ils viennent, c'est parce qu'il y a des opportunités. Et ils ne visent pas uniquement le Sénégal, mais ils visent également la sous-région. Parce qu'ils savent que le Sénégal, il y a au moins une stabilité politique, etc. Il y a plus ou moins des gens plutôt bien formés, le cadre législatif est attractif, etc. Mais ils visent la sous-région parce qu'il y a un marché extrêmement important de toute la région. Quand on est au Sénégal, aller au Mali, Guinée, c'est assez facile. Donc du coup, je pense que les entrepreneurs sénégalais, le secteur privé, les gens font beaucoup d'efforts, évidemment, mais pour moi, le moment n'a jamais été aussi propice pour produire de grands champions nationaux. Donc, le secteur de l'énergie, l'hydraulique, il y a de l'industrie. On a parlé beaucoup de l'agriculture. L'agriculture aussi, c'est un secteur extrêmement important. Et l'État est en train de travailler avec les CAC, les coopératives agricoles communautaires, pour justement fédérer les agriculteurs, mais avec la réforme foncière, leur permettre d'accéder aux fonciers pour lever des fonds, etc. Et ça aussi, c'est une belle opportunité parce qu'on ne produit pas encore assez, je trouve, comme l'a dit Babacar, pour justement la transformation. D'ailleurs, même il y avait un projet qui avait été initié, le PROCACEF, qui permettait de faire le foncier rural et qui va, il y a une évaluation qui est en cours et qui va probablement être généralisée dans plusieurs autres zones rurales. Bon, terminer peut-être par la partie usine-IRE. Usine-IRE, on a parlé d'énergie, de l'eau, et il y aura de l'engrais. Avec l'urée, on va transformer le gaz en urée, mais aussi les phosphates de Matam. Donc si on a de l'eau, on a de maîtrise de l'eau, et c'est très cohérent en fait ce que le gouvernement est en train de faire. Si on maîtrise l'eau, et on a de l'engrais, on a de l'électricité à bas coût, naturellement, en tout cas les entrepreneurs auront un ensemble d'éléments qui leur permettront justement de développer leur activité, parce qu'une entreprise c'est quoi? C'est un marché, on produit un service, il y a une équipe, etc., une feuille de route de développement, du financement, et après, les gens ont du gain. Et ça, l'État est en train véritablement de travailler dessus. Les 3 codes vont dans le même sens, mais aussi les grands projets sont structurés, articulés, de sorte que le secteur privé national et international puisse se développer. Bon, juste un dernier point avant de passer sur le sujet du forum.
Il y a aussi, en fait, aujourd'hui, il est naturel que les entrepreneurs internationaux vont venir. Mais il y a une question qui va se poser naturellement, c'est la qualité de la main-d'œuvre, en tout cas, de ceux qui vont contribuer, en tout cas, ceux qui vont être employés dans ces structures-là. Moi, si j'étais un entrepreneur, j'allais investir, c'est vrai qu'on ne l'a pas inscrit comme secteur prioritaire, j'allais investir dans l'enseignement professionnel ou des écoles d'ingénieurs privés. Parce que quand on est dans cette perspective de développement, de construction, de grands transferts d'énergie, etc., c'est vrai, la partie marketing est importante, la finance est importante, c'est des métiers support, l'informatique c'est important, mais la partie formation professionnelle et ingénierie, elle est essentielle. Et malheureusement, elle ne s'est pas souvent prise en compte. Bon, il y a les secteurs privés internationaux l'ont bien compris, ils sont en train d'installer, ce n'est pas très visible, des entités de formation privées. Ils facturent très cher, mais ils n'ont pas de problème d'étudiants et d'élèves parce que les Sénégalais aiment les études, les parents sont prêts à investir beaucoup d'argent au niveau des études, mais je pense que le secteur privé national devrait également regarder de façon très près ce secteur-là qui a un très très fort potentiel. Et d'ailleurs, même la sous-région, les gens de Gabon, Côte d'Ivoire, beaucoup de gens viennent étudier au Sénégal. Donc pour moi, c'est un secteur très important. Du côté de l'État, il y a 23 centres professionnels qui vont être déployés. Le marché a déjà été lancé, il y a quelqu'un qui l'a gagné, etc. C'est un projet qui fait partie de notre portefeuille de suivi. D'ailleurs, il y a un recrutement de 200 enseignants en formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, l'État, le peu de moyens que l'État a, il va en avoir beaucoup avec le plan de redressement. On investit sur le secteur, sur le capital humain. C'est la santé, l'éducation, la formation professionnelle et éventuellement le financement des femmes et des jeunes, etc. Ça, l'État a décidé de mettre la plupart de ses moyens sur ce secteur-là. Maintenant, tout ce qui est privé, l'État va faire une partie et veut attirer les entrepreneurs, que ce soit nationaux et internationaux, à travailler pour créer les emplois et gérer cette partie-là. Et donc, sur le volet PPP, je pense qu'aussi le secteur privé national devrait, voilà, en tout cas, prendre davantage connaissance de cette loi-là et s'inscrire dans cette perspective-là.